Bienvenue sur cette table ronde, le lieu culturel en bon voisin. Le développement de programmes ambitieux et pertinents vers les publics locaux s'avère plus important que jamais. Il y a notamment cette question de l'ancrage local qu'a rappelé Annabelle, de lien au territoire du lieu culturel. Et la crise du Covid est passée par là et a remis en cause un modèle qui pourrait s'appuyer uniquement ou majoritairement sur une fréquentation internationale. On a aussi ce qu'on appelle un processus en cours d'hybridation du monde, c'est-à-dire une tendance montante de notre temps. Alors comme le dit la philosophe Gabrielle Alpern, sommes-nous tous centaures dans un ouvrage. Donc un musée aujourd'hui peut-il seulement être un musée ? Un monument peut-il seulement être un monument ? Et est-ce que les musées ne sont-ils pas des lieux de sociabilité ? N'ont-ils pas vocation à devenir des lieux non pas au service uniquement de la culture, mais de l'intérêt général, du commun, tout simplement. Pour en parler, donc, je suis accompagné de 4 invités. Lélia Decour, vous êtes responsable des événements et de la programmation associée au MAMAC, Musée d'art moderne et contemporain de Nice. Cécile Dumoulin, vous êtes responsable du département développement culturel et public du MUCEM, donc le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Cécile Rive, vous êtes administratrice de la conciergerie et de la Sainte-Chapelle pour la Réunion des Monuments Nationaux. Et enfin, Sophie Galelli, on dit Bircan ou Bircan. Voilà, directrice d'opération en charge de la diversification pour la foncière Altarea Commerce. Donc on va commencer par ce qui, pour la plupart d'entre vous, a constitué un catalyseur dans le développement de politiques relationnelles avec des publics locaux, à savoir la crise du Covid ou de la Covid-19. Et donc celle-ci a coupé les lieux culturels de ces publics extraterritoriaux, donc qu'ils soient touristiques ou internationaux. Lélia, c'est, je crois, votre cas au MAMAC de Nice. Donc, pouvez-vous nous rappeler un peu les enjeux à la réouverture du musée en 2020 et puis nous expliquer les 3 axes de travail que vous avez mis en place à ce moment ? Merci pour cette invitation. Donc, en effet, le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice est un musée municipal, donc en régie directe avec la ville de Nice. Et en 2019, on comptait à peu près 140 000 visiteurs par an, dont 60% de ces visiteurs-là étaient des visiteurs internationaux. Donc l'enjeu évidemment de la réouverture en 2020, c'était de penser évidemment une politique des publics beaucoup plus locale. Et dans ce sens-là, donc, on a réfléchi à différents axes. Le premier axe étant la fidélisation et développer une nouvelle offre. Fidéliser, c'est d'abord fidéliser un public scolaire qui est déjà très présent, mais repenser un petit peu l'offre pour ces scolaires-là et penser aussi des projets de restitution afin de mobiliser l'entourage et le public familial. C'est développer un public familial notamment dès l'été 2020 sur une offre estivale beaucoup plus développée avec une forte proposition autour d'un dispositif qu'on a appelé Mon été au MAMAC, avec un renforcement des activités beaucoup plus ludiques et pensé notamment plus autour du numérique qu'on a développé pendant la crise sanitaire. C'est une réflexion aussi sur une politique beaucoup plus inclusive. C'est réinterroger sa manière de travailler dans une réflexion beaucoup plus globale du musée qui est d'accueillir du monde. Et c'est aussi développer une offre autour du bien-être parce que comme on le sait, cette crise a été difficile pour tout le monde et notamment penser des projets tournés autour de l'art et de la santé. Le deuxième axe, c'était vraiment de multiplier les partenariats locaux avec le tissu associatif notamment. Les services municipaux, merci, je fais tout tomber, décidément. Les services municipaux, comme par exemple la direction des seniors ou encore la mission locale du handicap. Les artistes, évidemment, du territoire. Et c'était sur un troisième axe, ouvrir au spectacle vivant, parce que ça c'est une des forces de notre musée, c'est de créer des événements pluridisciplinaires.
avec des événements ancrés. Et donc d'inviter régulièrement comme ça le spectacle vivant, notamment sur des temps forts, l'été, autour d'un festival qu'on a monté dès l'été 2020 qui s'appelait Arty Party et qui était aussi une façon de combler un manque. Notamment, on a eu des retours sur c'était bien d'avoir cet événement-là alors que le festival d'Avignon n'avait pas pu se faire. C'était aussi une façon de soutenir les artistes et de favoriser la création, puisque tous les événements pensés autour du spectacle vivant sont des événements sur mesure en lien avec les œuvres dans le musée. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Sophie Galelli-Bircan, parce que vous venez d'un autre univers, mais en même temps, vous avez aussi mené une réflexion globale pour faciliter le retour des usagers dans les centres commerciaux que vous gérez. Donc, déjà nous expliquer ce qu'est Altarea peut-être, et puis nous expliquer comment vous avez mis en place ces actions. Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis un peu l'électron libre de cette table ronde, mais en fait, Altarea, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le premier développeur immobilier en France. Et en fait, moi, je travaille pour la partie commerce d'Altarea, donc la foncière commerciale. Et en fait, on porte une quarantaine d'actifs, majoritairement en France, en Espagne, en Italie. Donc, c'est des actifs commerce, mais en fait, c'est tout format. Donc, on a des très gros centres commerciaux. Pour ceux qui connaissent, notre fleuron est justement à Nice. Il s'appelle Cap 3000. On a un gros centre commercial en région parisienne qui s'appelle Quartz. On gère aussi des gares, donc la partie commerciale de la gare Montparnasse, de la gare de l'Est, Bercy Village, donc qui sont des centres commerce loisirs. Bref, on a tout type d'actifs commerce et moi, je suis en charge de la diversification, donc c'est justement comment amener autre chose que des commerces classiques. Donc, comment on fait rentrer de la culture dans les centres commerciaux, comment on fait rentrer du loisir, de la santé, du coworking, enfin tout ce qui va apporter autre chose que le shopping classique. Donc ça, c'est mon rôle habituel. On rentre dans le contexte Covid et là, on se prend le Covid de plein fouet comme vous tous. Sauf que dans un contexte de foncière, en fait, les magasins sont fermés pour la plupart. Et justement, tout ce qui fait l'attractivité habituelle, nos consommateurs, ils sont en demande de restauration, de loisirs, de divertissement, tout ça est fermé, évidemment. Par contre, certains de nos centres restent ouverts parce qu'en fait, on a du commerce de première nécessité, on a des pharmacies, on a du service. Donc, c'est ça qui fait vivre nos centres dans la période Covid, avec des jauges différentes, des protocoles qui changent au fur et à mesure. Donc, on reste ouvert, mais partiellement ouvert. Parfois, il y a 2 magasins ouverts sur tout un centre commercial, et donc il faut gérer ça. Donc, il y a eu toute une réflexion qui a été de se dire, mais comment on continue à être un lieu de vie, comment on continue à compter pour la communauté. Et en fait, on est rentré dans un rôle d'acteur d'intérêt général, qui est super intéressant. D'autres foncières, d'ailleurs, ont pris ce chemin-là. Mais c'est de se dire, OK, on se met au service de la communauté, on se met au service du quartier, de la région, et on a un rôle à jouer au niveau sanitaire, au niveau accueil, au niveau associatif. Et on a mis tout ça en œuvre. Alors, on a accueilli des centres de dépistage, des centres de vaccination. On a géré du click and collect, des collègues, un lien social. Et sachant qu'on a une responsabilité, parce qu'en fait, nos centres ont aussi des salariés. Si je prends l'exemple de Cap 3000, c'est 4000 salariés. Donc, on a déjà un rôle au niveau régional, au niveau de l'emploi. Ça a été aussi mettre en place on a des forums de l'emploi, enfin plein de petites choses qui font que ça devient un hub de service, que ça devient un acteur de la communauté. Nous, en tout cas, c'est le biais qu'on a pris. Après, on a gardé le lien avec nos clients. On en parlera un petit peu plus tard. Mais après, faire revenir, on a eu peut-être un peu moins de mal dans le sens où, en fait, les gens continuaient à venir chez nous. Et il y avait une très forte demande pour réouvrir tout ce qui leur manquait, et notamment la partie divertissement culturel, artistique, les expos qu'on peut mettre en œuvre. Donc tout le monde avait hâte que ça rouvre. Donc, on n'a pas eu tellement de sujets à ce niveau-là. Merci beaucoup. Cécile Dumoulin, donc au MUSEM, vous avez mis en place l'opération Destination MUSEM, qu'on va découvrir dans quelques minutes en vidéo. Il y a une petite vidéo que l'on va pouvoir découvrir. Moi, la question, une fois qu'on aura vu cette vidéo, la question que je vous pose, c'est pouvez-vous nous dire déjà en quoi consiste cette opération ? Également nous dire, est-ce que la crise du Covid a favorisé cette opération ? Est-ce que c'était quelque chose qui était
déjà en gestation à ce moment-là. Donc voilà, est-ce que vous pourrez répondre à notre question? Donc juste si on peut avoir Oui, peut-être la vidéo. vidéo. La vidéo en premier. Ouais. Oui, donc on nous dit que la vidéo n'est pas encore, pas encore prête. Je vais donc, quand même, peut-être avant de la passer, juste vous dire, en résonance à ce qui vous a été dit quand Voilà la vidéo. même. Ah, la vidéo est arrivée. Je me sens bien, je suis content d'aller au musée et de montrer à Brut les œuvres d'art qui sont entreposées à Marseille. Les gens dans mon quartier, en fait, la plupart ils trouvent des excuses pour ne pas y aller. Ils disent que le musée c'est trop cher ou que c'est ouvert qu'aux riches et des choses comme ça. Quand on habite dans un quartier loin, se déplacer c'est difficile et avoir pour payer les musées, les cinémas et tout ça, c'est encore plus difficile. Mais avec leur initiative du bus qui passe dans notre quartier et qui nous dépose directement au musée, je pense que ça va être plus facile. C'est pas nous qui allons au musée, c'est le musée qui vient à nous. C'est très important parce que si on n'est pas un peu cultivé, sur Terre on est... On peut couper la vidéo, oui, merci. Voilà. Je voulais pas forcément vous montrer toute la vidéo. C'est une vidéo de Brut, donc elle est assez courte, mais comme voilà, le temps nous est quand même un peu compté. C'était surtout pour que vous entendiez les cigales, hein, bien évidemment. Et si évidemment vous avez vu, ça a été tourné quand même l'été dernier. Hein, ce n'était pas hier, mais pour que vous ayez une vision de ce bus, parce que c'est un bus de collection et ça a son importance dans le projet. Alors maintenant, pour revenir un petit peu et en résonance à ce qui vous a été dit pour le MAMAC, nous, notre composition de public avant la crise sanitaire n'était pas du tout celle du MAMAC ou celle des grands sites parisiens comme ceux dont on vous parlera après. C'est une composition de public qui était beaucoup plus équilibrée entre publics locaux et publics touristiques, avec une part de publics internationaux qui était aux alentours de 20-25%. Donc structurellement, même si bien évidemment ça a son importance, on n'était pas fragilisé comme d'autres sites ont pu l'être par la crise. Dans ces épiphénomènes ensuite, dans le fait que les visiteurs éloignés ne pouvaient pas venir. Et on a déjà une base locale très importante. Cependant, et on échangeait avant le rendez-vous, je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé dans les musées nationaux et les grandes structures françaises. On s'est aperçu que en fait, les publics éloignés des pratiques muséales, les publics du champ social, comme on dit parfois, eux sont venus de moins en moins et de moins en moins facilement. Il y a eu le pass vaccinal, le pass sanitaire, puis le pass vaccinal. C'est des populations qui étaient moins vaccinées que d'autres, en tout cas à Marseille, clairement, et aussi, avec d'autres types de préoccupations, une fracture socio-économique qui s'est accrue. D'où je fais cette petite introduction pour vous expliquer pourquoi, pour nous, mettre en place Destination Mucem en fin mai 2021, quand le Mucem a pu rouvrir ses portes, c'était quelque chose d'important. Alors c'était une idée qu'on avait déjà depuis longtemps, parce que pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent Marseille, vous savez que la question de la mobilité à Marseille et des transports en commun est une question particulière et épineuse, plus encore que par exemple en région parisienne. Et pour les quartiers prioritaires politiques de la ville, venir au Mucem relève parfois du défi avec 2 changements, 1h30 de trajet, le tout avec des enfants. Enfin, vous imaginez, voilà, et le dimanche encore plus. Parce qu'évidemment, le dimanche, beaucoup de bus ne circulent pas. Donc on était parti de ce constat et on se disait ça pourrait être intéressant puisqu'il y a ce déficit de le pallier et d'aller directement chercher les publics, leur proposer ce véhicule, ce transport qui est un transport physique et aussi un transport mental, j'y reviendrai un peu plus tard, leur proposer ce dispositif. Donc en fait, on s'est débrouillé pour que ça soit prêt au moment de notre réouverture et pour pouvoir le mettre en place fin mai 2021. Donc c'est un bus qui circule tous les dimanches
qui est un bus de collection qui est géré par une association des amoureux du rail de Marseille. Donc, c'est pas l'équivalent de la RATP, c'est-à-dire la RTM. C'est une association indépendante, mais vous voyez que le bus, et ça a son importance vraiment, on voit tout de suite que c'est un bus de ville, mais on voit tout de suite que c'est pas un bus de ville normal, quoi. C'est un bus de ville ancien, il date de la fin des années 70, toute fin des années 70. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il est tout de suite remarqué dans les rues de Marseille. Les gens, voilà, il a un capital sympathie assez important. Donc ça a tout à fait son importance. Et c'est un objet de collection. Donc pour un musée, évidemment, parler de conservation dans un bus qui lui-même est conservé, voilà, ça permet d'aller plus vite et d'être... voilà. Donc 22 points d'arrêt différents selon 4 itinéraires qui sont desservis alternativement chaque dimanche. Et le bus est gratuit, l'entrée au musée est gratuite. Vous l'avez peut-être entrevu dans le film, il y a une médiation à bord du bus, il y a une médiation aussi bien sûr dans le musée et une préparation qu'on propose en amont éventuellement selon les quartiers. Voilà pour le descriptif. Merci beaucoup. On va se tourner maintenant vers Cécile Rive. Donc je crois que c'est 80% de touristes internationaux que vous receviez avant le Covid. Et vous avez pris le parti de renforcer une action qui était déjà existante dans vos murs, qui s'appelle l'Histopad. Donc pouvez-vous nous dire ce qu'est cet outil et comment vous êtes appuyé sur celui-ci? Tout à fait, merci pour cette invitation. Je voudrais déjà juste simplement préciser, parce qu'on a fait un petit lapsus dans la présentation, mais les monuments dont j'ai l'administration ne font pas partie de la RMN, Réunion des musées nationaux, mais du Centre des monuments nationaux, qui réunit à travers le territoire français 100 monuments nationaux, qui sont tous très différents, avec des ancrages aussi locaux ou internationaux extrêmement différents. Mais en tout cas, la caractéristique de ces sites parisiens, c'est qu'effectivement, la part du tourisme international y est extrêmement importante. Donc on disait 80%, c'est le cas pour la Sainte-Chapelle, la Conciergerie c'est 60%, mais c'est vrai que ce sont des monuments évidemment qui en temps normal accueillent des centaines de milliers de visiteurs et puis au-delà du million pour la Sainte-Chapelle. Et donc évidemment, quand on est frappé par une crise comme celle-là, on le sent tout de suite, de manière évidemment très, très massive. Et donc le parti qu'on a pris, c'est effectivement déjà de capitaliser sur l'existant, parce qu'on n'a pas découvert du jour au lendemain l'ambition ni l'envie de parler évidemment à des publics de proximité. Et donc on a plutôt accentué des démarches qui étaient en cours, plutôt évidemment que réinventer aussi complètement l'eau chaude. Donc je ne parlerai pas effectivement là des publics éloignés ou des scolaires pour lesquels il y a effectivement aussi beaucoup d'activités, mais prendre l'exemple du parcours de visite avec l'Histopad, qui existait déjà dans nos murs depuis fin 2016 et qui est en fait une tablette qui vous permet de reconstituer en 3 dimensions le monument à ses différentes époques. Donc en l'occurrence pour la Conciergerie, c'est l'époque médiévale et puis aussi révolutionnaire. Et c'était un outil qui était en location en fait jusqu'à la crise et donc qui touchait à peu près entre 5 et 7% des publics. Donc on avait un très bon taux de satisfaction, mais on touchait finalement assez peu de public. Et avec la crise, on s'est rendu compte, quand on a rouvert, que le taux de prise, même si on avait beaucoup moins de visiteurs, était beaucoup plus élevé, 2 fois plus élevé chez les publics français, locaux. Donc il y avait une vraie appétence pour cet outil. Et quand on veut travailler sur un parcours de visite, on sait que c'est une démarche au long cours. Là, l'avantage, c'est que le contenu était déjà prêt et qu'on pouvait changer finalement de modèle d'exploitation pour parler à un plus grand nombre. Donc le pari qu'on a fait, c'est d'universaliser la distribution de l'outil. C'est-à-dire que tous les visiteurs qui viennent à la Conciergerie ont le droit de faire la visite avec l'Histopad, qui soient d'ailleurs des catégories de public gratuits, dits gratuits ou payants. Nous, c'est quand même presque 40% de gratuits, notamment avec les moins de 26 ans à la Conciergerie. Et donc, on a effectivement très légèrement augmenté le droit d'entrée sur les payants, mais pour amortir le coût et pour permettre finalement de livrer cet outil à tout le monde. Et c'est vrai que c'est à la fois extrêmement intéressant parce que on voit qu'on a à peu près, en tout cas dans une enquête qu'on a fait en fin d'année dernière, à peu près 25% de repeaters, donc c'est un peu plus qu'avant la crise, même si c'est difficile de dire que c'est grâce à l'Histopad parce qu'il y a beaucoup de facteurs évidemment qui jouent, et notamment le tourisme. Mais on voit aussi que les publics qui visitent le monument avec l'Histopad sont globalement de meilleurs ambassadeurs du monument aussi. C'est-à-dire que leur satisfaction est 10 points supérieure à celle qui le faisait sans, ce qui fait que par le bouche à oreille aussi, ça fait un peu tache d'huile et ça permettait à la fois de parler à ce public de proximité en faisant une offre tout de suite à tous les visiteurs et en même temps de ne jamais non plus lâcher
l'objectif aussi, bien sûr, d'accueillir et de continuer à accueillir les publics internationaux avec qui on a maintenu d'autres liens, notamment à travers des visites virtuelles. Mais comme c'est un outil qui est par ailleurs traduit en 7 langues, ça permet de servir plusieurs objectifs en même temps et de pouvoir évidemment à la fois parler au public local et aussi au public international, puisque l'enjeu pour nous n'est évidemment pas de remplacer l'un par l'autre. On n'a pas la prétention de remplacer des centaines de milliers de touristes internationaux par des centaines de milliers de Parisiens et Franciliens. Et donc tout ce qu'on fait, évidemment, vise à pouvoir satisfaire l'ensemble de ces publics. Mais là, c'était un exemple, effectivement, de changement qui a été opéré à l'été dernier, à l'été 2021. Mais merci à tous pour ces premières réponses à cette première problématique. La deuxième que j'aimerais poser aux intervenantes, c'est que finalement mettre en place des actions auprès de publics, qui soient locaux, qui soient éloignés, c'est aussi se poser la question de la connaissance des publics, comment on découvre les publics si on ne les connaît pas bien, et de la communication auprès des publics, parce que si on met en place une action, comment on la fait connaître. On va commencer avec Sophie Galelli-Bircan. Donc chez Altarea Commerce, vous avez décidé d'agir comme un bon voisin, ça tombe bien, c'est le thème de la conférence, et vous avez notamment pas mal utilisé le digital pour, je vous cite, mettre en place un travail pour fédérer une communauté. Comment vous avez fait pour justement engager une conversation avec cette communauté en ligne ? Alors on a des sites assez différents, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a certains sites qui ont des écosystèmes digitaux très forts et d'autres beaucoup moins. Si je prends l'exemple d'un retail park en périphérie, il y a c'est plus compliqué d'animer une communauté, même si on a des systèmes de cartes de fidélité qui nous permettent d'avoir une communauté à animer, des abonnés à des newsletters. Donc ça, même les plus petits sites ont ce genre de choses. Après, on a le site dont je parlais tout à l'heure, Cap 3000, qui a une communauté pour le coup extrêmement engagée sur tous les réseaux sociaux et on a notamment un groupe qui s'appelle les Cap Lovers et qui interagit au quotidien en postant énormément de choses. Et donc en fait, on a capitalisé là-dessus, c'est-à-dire qu'en contexte Covid, on a évidemment fait partir des newsletters très régulières pour informer, pour garder le lien, mais on a agi beaucoup sur les réseaux sociaux en proposant des challenges, en proposant aux gens de poster des choses, en utilisant, on a fait par exemple des défilés de mode en live. Enfin, on a utiliser à fond la carte digitale pour vraiment faire en sorte de maintenir un lien quotidien avec notre communauté. Merci. Alors autre problématique au MUSEM, Cécile. Au MUSEM Cécile Dumoulin, l'opération Destination MUSEM, elle est destinée, comme on l'a vu, à un public éloigné géographiquement, avec lequel vous n'avez peut-être pas l'habitude d'interagir. Comment on fait connaître une telle offre à un tel public ? Alors c'est un peu la grosse question. On continue à se la poser. On a des amorces de réponses et on teste énormément de choses. Mais bien évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, on a commencé par le plus facile, c'est-à-dire la préfecture à l'égalité des chances, qui a un appui important, et tout le réseau, tout le maillage des contacts des associations et des structures sociales sur le territoire, qui est quand même historique à Marseille, assez riche, mais plutôt en perte de vitesse depuis plusieurs années. Et puis la crise du Covid aidant, on s'est tous rendu compte qu'effectivement, ils avaient souvent d'autres préoccupations aussi. Donc, une partie, on s'est appuyé d'abord sur eux parce que c'était important de les mettre dans la boucle. Et ensuite, on a essayé de diversifier. Donc, on a travaillé beaucoup en direction des commerçants, qui sont des ambassadeurs beaucoup plus finalement mieux introduits entre guillemets dans l'ensemble de la population, qui est au contact d'une population plus vaste. Donc les commerçants, les bailleurs sociaux dans certains cas, parce que ça dépend évidemment des quartiers, les écoles, collèges également, et une action qui est mise en place avec les volontaires du service civique avec lesquels on travaille. Donc il y en a 3
qui travaillent pas exclusivement sur ces projets, mais en grande partie, parce que je vous ai parlé de 22 tout à l'heure, 22 arrêts. 22 arrêts de bus, ça veut dire 22 quartiers différents, hein. Donc en termes de travail justement en amont pour aller chercher les publics, les informer, leur donner envie, parce qu'il suffit pas d'informer, hein, il suffit pas de mettre en place un véhicule, il faut aussi donner envie à ces publics. C'est un travail de longue haleine de toute façon. Mais voilà. Merci beaucoup. Ensuite, Lélia, donc de votre côté, c'est plutôt, vous avez une expérience de terrain qui vous permet de bien connaître les publics et notamment d'identifier certaines cibles, notamment les publics étudiants et familiaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez procédé ? Oui, en effet, alors on n'a pas vraiment d'études des publics bien définies depuis en tout cas ces dernières années, donc c'est plus une expérience de terrain. Personnellement, moi, je suis au service des publics depuis 12 ans maintenant au musée, donc je commence à bien connaître mon public. Et sur tout ce qui est la communication des activités qu'on peut mener, c'est plus compliqué puisque nous on a un service de communication qui est mutualisé avec la direction générale de la culture, donc plus compliqué de développer nos activités via les réseaux sociaux, même si on a un compte Instagram sur lequel on a la main, mais bon, ça ne suffit pas malheureusement. Donc nous, la priorité, ça a été vraiment, par notre expérience, d'identifier des publics qui sont éloignés, qui ne viennent pas, et d'y aller en fait, et de se déplacer, hein, et d'identifier des partenaires qui vont pouvoir aussi nous apporter ce public manquant. Donc le premier exemple, ça serait notamment avec le public éloigné qui se trouve dans les vallées, parce que donc, nous, le musée se trouve en plein centre-ville de la ville de Nice. Donc il y a le littoral, mais il y a aussi les vallées derrière, notamment 3 vallées. Et une qui est assez sinistrée, qui s'appelle la vallée de la Roya, qui est frontalière avec l'Italie, qui est une vallée qui est sinistrée, qui a connu la crise migratoire depuis 2015. Et puis dernièrement, certainement vous en avez entendu parler, c'est la tempête Alex qui a complètement dévasté cette vallée. Donc le principe, ça a été de monter une médiation itinérante avec un médiateur et une comédienne, et d'aller proposer en fait cette médiation dans toutes les écoles de la vallée, en partant de Breil-sur-Roya jusqu'à Tende. Donc ça a été à peu près 250 élèves touchés, et ce qui était intéressant de voir, c'était que 90% des publics que nous avons vus pendant cette semaine-là d'itinérance n'étaient jamais venus au musée. Par ailleurs, 100% ont souhaité venir. Donc c'était quand même plutôt une belle réussite. Autre public identifié qui ne vient pas, ce sont effectivement les jeunes, les étudiants. Ce sont vraiment les grands absents de notre musée. Et donc, comment les mobiliser ? Donc c'est déjà quelque chose qui avait été entamé avant la Covid. C'est quelque chose qu'on continue d'essayer de développer, notamment en partenariat avec l'Université Côte d'Azur, qui fait partie des universités classées IDEX, avec donc des subventions un peu plus importantes, sur des projets bien ciblés avec une direction de la culture. Et en 2019, nous avons créé un dispositif qui s'appelle Remix ta culture, qui invite des jeunes, des étudiants de toutes disciplines à venir proposer une médiation innovante au sein du musée. Et donc on a essayé de renforcer en fait cette proposition-là fin 2021 pour une autre manifestation. Notamment en proposant un bonus culture aux étudiants, donc une note supplémentaire pour venir participer à ce dispositif, mais aussi d'être accompagné sur de la médiation, sur des ateliers. Malheureusement, ça n'a pas été, ça a été plutôt un échec en fait, hein, et donc ça c'est aussi, je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est aussi montrer que même si on déploie plein de choses, en fait il y a des choses qui ne marchent pas. Et en l'occurrence, donc en 2019, on avait près de 90 étudiants qui s'étaient mobilisés. Et en 2021, alors qu'on avait multiplié les ateliers, les propositions, on n'avait même pas 4 étudiants qui étaient mobilisés. Voilà. Donc, on continue à apprendre. Alors, on apprend des erreurs. Ok, Cécile, donc on disait que vous avez une large partie de primo-visiteurs. Et dans ce contexte, comment vous renforcez, vous arrivez à renforcer quand même, à travailler la fidélisation dans un contexte, on le rappelle, qui est assez concurrentiel. Donc comment est-ce que vous arrivez à composer avec ce public de primo-visiteurs tout en essayant de fidéliser un public local ? Je rejoins un peu mes collègues, notamment Cécile Demoulin, lorsqu'elle disait que la fidélisation des publics et la communication, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on a beau
faire une superbe programmation culturelle, variée, avec un maximum de visites adaptées, etc. Si derrière, on n'a pas les canaux pour toucher le public, on se retrouve très très vite déçu. Et vous le soulignez, notamment à Paris, c'est vraiment extrêmement compliqué de survivre dans l'abondance d'offres culturelles qui sont proposées. Et c'est vrai que là, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'Histopade, mais à côté de ça, on a multiplié notamment les offres familles, jeunes adultes, les week-ends, parce qu'on savait qu'on allait toucher un public plutôt d'actifs, qui ne pouvaient pas forcément non plus venir en semaine. Donc on a aussi bien des visites comptées, théâtralisées, on a multiplié les déambulations sur l'île de la Cité, des balades adaptées, des escape games, des mystery games, enfin on fait beaucoup de choses. Mais là où le bas blesse un peu, et là où c'est extrêmement compliqué, c'est effectivement fidéliser un fichier avec des gens qui peuvent revenir plusieurs fois dans le monument à l'occasion de manifestations culturelles variées. Donc heureusement, on a quand même aujourd'hui un certain nombre d'outils qui se développent, même si c'est effectivement plutôt une amorce et qu'on est au début d'une démarche plutôt qu'à la fin. Et le siège du Centre des Monuments Nationaux a notamment fait le développement d'un CRM, donc d'un outil de gestion de relations clients, dans lequel chacun des administrateurs vont pouvoir aussi chercher par rapport à leur recherche de public, à leur base, des publics qui peuvent mieux toucher. Donc avec tout un système d'infolettres et de newsletters qui peut l'accompagner. Et donc du coup, ça signifie, par exemple, pour des sites comme les miens, mais comme bien d'autres aussi au CMN, maintenant qu'on a quand même une part d'e-billetterie qui est extrêmement importante, il faut voir à quel point nos bases de données deviennent aussi assez intéressantes et comment est-ce qu'on peut justement aussi se servir de ces bases de données pour communiquer régulièrement avec des publics qui peuvent revenir. Et le pari qu'on est en train de faire, et qui va pas tout de suite en tout cas donner des effets parce qu'on est encore au début d'une démarche, mais en tout cas qui est, je pense, un bon pari, c'est de travailler beaucoup plus en réseau, et notamment en réseau à l'échelle régionale, puisque par exemple si on prend le cas du CMN à Paris, c'est pas que la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, c'est aussi le Panthéon, c'est l'Hôtel de la Marine, c'est la Basilique Saint-Denis, c'est le Château de Vincennes, enfin c'est beaucoup de superbes monuments, et on peut faire croiser beaucoup plus encore nos publics, ne serait-ce qu'entre ces différents monuments. Et on peut le faire ne serait-ce que parce que, je prends un exemple tout bête, mais un public qui va aller au Panthéon parce qu'il va aimer faire des visites en nocturne à la lampe de poche peut être un public qui va aimer les escape games à la Conciergerie. Quelqu'un qui va venir pour la Révolution à la Conciergerie va aimer suivre des conférences peut-être sur cette thématique à la Chapelle Expiatoire, et ainsi de suite. Et donc pour nous c'est un vrai enjeu, parce que faire revenir ne serait-ce que 2 fois ou 3 fois un public de proximité dans un monument, il ne faut pas non plus se leurrer. Enfin, au bout d'un moment, on ne va pas revenir 10 fois dans le même monument la même année. Donc on a intérêt à se dire qu'une même famille peut, par exemple, à travers une offre diversifiée, aller un coup au Panthéon, un coup à l'Hôtel de la Marine, un coup à la Conciergerie. Et l'année prochaine, elle reviendra peut-être dans ce monument avec une autre offre. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt, effectivement, à jouer réseau. Et donc là, on est en train de travailler pour faire en sorte d'ailleurs que nos newsletters soient aussi un peu plus régionalisés, alors que jusqu'à présent, chaque monument a ses outils, ses fichiers, ses bases de données, donc à effectivement pouvoir comme ça beaucoup mieux cibler qu'on ne le fait aujourd'hui. Et puis il y a d'autres offres dont on peut tirer parti, qui sont des offres certes à l'échelle nationale, mais qui sont aussi très intéressantes à l'échelle régionale. Je prends le cas de la carte d'abonnement du CMN qui vous offre à 45 € de manière illimitée l'accès aux 100 monuments du réseau pendant 1 an. C'est une carte qui s'accompagne aussi d'offres dédiées. Donc on peut vous inviter à des concerts, à des conférences, à des expositions, etc. Et évidemment, si par exemple vous êtes francilien et que vous achetez cette carte, ça vaut vraiment la peine, à 45 € de pouvoir aller effectivement comme ça dans plusieurs sites de votre région, et quand vous êtes en vacances à travers la France entière aussi, pouvoir en profiter, et inversement. Donc c'est vrai qu'on a à la fois, je dirais, des offres tarifaires qui sont à la fois dans la logique du réseau des 100 monuments, mais qui peuvent être dans une logique de fidélisation des publics aussi déclinée un peu plus à l'échelle locale. Merci, on va rester avec vous, Cécile, puisque en écoutant ces diverses opérations de diversification, de réinvention, on peut se poser la question finalement, est-ce que des fois on s'éloigne pas de la mission ou de la raison d'être de chacune des structures? Et donc il me semble que justement à la Conciergerie, à la Sainte-Chapelle, vous veillez vraiment à ne pas éluder la question du sens du lieu, et chaque action doit être au service de l'histoire du monument. Oui, absolument. Et puis je pense que c'est le cas de l'ensemble des collègues qui sont autour de la table ici. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir à la fois avoir des offres de visite qui sont originales, parce que peut-être que si on ne les avait pas proposées,
il y a un certain nombre de publics qui n'auraient jamais franchi le pas de venir dans le monument et en même temps, évidemment, garder un lien très très fort avec le monument, c'est-à-dire que ce soit une véritable invitation à découvrir le monument. Donc si je prends l'exemple des escape games, qu'on est beaucoup maintenant à faire et qui existaient déjà bien avant la crise, et qu'on faisait et qui marchaient déjà très bien, mais qu'on a là récemment changé par un mystery game, une enquête paranormale à la conciergerie, toutes les sessions sont remplies, c'est du public de proximité, ça marche très très bien, mais c'est vrai que dans la manière de réfléchir à ce type d'offre, on fait très attention. Là, par exemple, à travailler avec une compagnie de théâtre où on travaille ensemble sur scénario, dans la dentelle, pour que ça fasse vraiment écho justement au monument, à ces espaces, à ces personnages, et que le monument ne serve pas juste de décor à une opération commerciale, qui se dirait c'est très bien de le faire là, on va faire rentrer beaucoup de public. Non, bien sûr, l'idée, c'est une autre entrée vers le monument. Et d'ailleurs, pour prendre cet exemple, on fait aussi très attention, même à la fin du jeu, à pouvoir expliquer aux participants qu'est-ce qui était de la fiction et qu'est-ce qui était du réel. Et on l'envoie aussi par mail à la fin de la visite, et ça, je pense que c'est important aussi pour faire ce lien avec le monument. Et quand on interroge les publics qui participent, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes adultes, ils nous disent très clairement qu'ils ne seraient sans doute pas venus tout simplement dans le monument si on n'avait pas eu ce type de proposition à leur faire. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Lélia. Lélia, donc vous avez décidé de mettre l'inclusivité au centre de votre stratégie, donc c'est même un élément central. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc nous, le principe, c'était pas de vraiment s'éloigner de notre mission, mais plutôt renforcer en fait une des missions premières du musée et se recentrer vraiment pendant cette période-là sur des sujets de fond qu'on avait peu le temps d'aborder avant aussi, parce que pris aussi dans d'autres choses. Mais effectivement, une des grandes missions du musée, des grands enjeux, c'est de rendre accessible au plus grand nombre le musée, non pas de se limiter à ceux qui viennent naturellement. Et cette période-là, post-Covid, elle a été assez favorable à une réflexion beaucoup plus poussée d'un musée ancré dans des enjeux sociétaux contemporains et de territoire, en s'engageant par exemple contre les inégalités culturelles, refuser la fatalité de l'exclusion, étendre son champ d'activité sur des partenariats et créer du lien social, notamment avec le tissu associatif, développer des activités hors les murs, ça j'en ai parlé, et favoriser surtout des partenariats à long terme, parce qu'on voit que ça marche bien. Notamment nous, un des projets qu'on a mené, c'était avec la maison d'arrêt de Nice, où on développe des projets pédagogiques, soit en hors les murs directement en détention, soit en recevant les détenus au sein du musée. Et donc dans cette continuité-là, et dans le cadre de la réouverture du musée, on a souhaité créer une politique plus inclusive et tendre vers un musée inclusif, ce qui est un procédé extrêmement long, on n'y arrivera pas en 1 an ou même 2 ans. Mais c'est tout d'abord travailler avec un comité d'usagers qu'on a monté, composé de personnes porteuses de handicap, mais aussi de voisins, d'habitués du musée, de partenaires locaux comme la mission handicap de la ville de Nice, mais aussi des services de communication, des services web et des associations locales. Et les objectifs du comité, c'est vraiment d'identifier les besoins du musée pour devenir un espace qui est accessible à tous, à l'ensemble de ces publics-là, et de manière autonome, et de mettre en place une politique d'accueil qui est viable et sur la durée. Du coup, donc ce projet collégial va se déployer au fur et à mesure, donc a démarré en septembre 2021 avec différentes phases. Pour l'instant, donc c'est principalement une sensibilisation des équipes, que ce soit des équipes d'accueil, mais aussi des équipes techniques, des équipes de la conservation, des équipes de médiation, avec de la formation. La réécriture d'un lexique commun à travers notamment les supports de communication, mais aussi les supports d'aide à la visite, des partenariats, des activités culturelles communes. Et donc voilà, donc là on est vraiment en train de procéder à plusieurs étapes. Donc la première sera vraiment la formation et la réalisation de documents FALC pour le moment. D'accord, FALC, facile à lire et à comprendre. Oui. Voilà.
Ensuite, Cécile, donc le MUSEM, c'est un musée national, certes, mais c'est surtout un musée de société, hein, et il aborde des questions très contemporaines, l'économie, la politique. On parle de la Méditerranée où se jouent des enjeux cruciaux en ce moment. Et en quoi cette dimension et cette implantation à Marseille vient donner du sens à ce projet Destination MUSEM? Alors effectivement, on est un musée de société et je pense que parfois on a tendance à l'oublier, mais nos racines du Musée national et des arts et traditions populaires notamment nous le rappellent. Donc par exemple le comité d'usagers, nous on en a mis un en place dès 2011, donc il existe depuis 11 ans et c'est presque quelque chose de structurel dans un musée de société que d'être dans la participation. C'est un peu compliqué d'aller parler aux gens finalement d'eux-mêmes sans du tout les faire participer à la réflexion. Donc du coup, et c'est aussi compliqué d'être un musée de société qui ne fait pas société, c'est-à-dire qui parce qu'il y a des problématiques de mobilité ou des problématiques d'intimidation du lieu culturel qui sont bien connues et documentées maintenant, eh bien, il y a une fracture sociale dans la manière dont le musée est visité. Donc c'était quelque chose qu'on voyait dans nos chiffres de fréquentation et dans nos données de l'Observatoire permanent des publics, la fracture sociale qui est renforcée par le Covid, mais qui existait bien sûr déjà avant. Donc Destination MUSEM, c'est un projet qui, on va dire, a vocation à être vraiment pérenne. C'est peut-être la différence avec ce qu'on faisait avant, parce que des projets, je vous ai pas parlé du tout de tout ce qu'on fait, hein, je focalise là-dessus, mais bien évidemment des projets à destination des publics éloignés, on en a fait plein depuis notre ouverture en 2013. Des projets, c'est essentiellement ce qu'on appelle des projets mixtes et donc qui ont pris tout un tas de formes et qui parfois ont eu, avec des projets participatifs dans les expositions, avec quelqu'un comme Barbara Cassin par exemple. Enfin bref, on a fait plein de choses, mais c'était à chaque fois relativement ponctuel. Là, l'idée c'est d'être quand même dans quelque chose qui va s'ancrer dans le territoire et qui a vocation, pour ambition, de modifier les pratiques sur le long terme. Et de manière massive, numérique, pas seulement avec des projets qui sont très bien, mais qui sont dont on a parfois le sentiment qu'ils sont un peu des gouttes d'eau dans un océan. Donc c'est vraiment, alors et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un projet de long terme, de longue haleine, mais qui mérite du temps aussi. C'est-à-dire pour l'instant, les bus sont pas tous remplis. Parfois, on a été obligé d'en annuler au plein cœur de l'hiver parce que la programmation des expositions est pas toujours la plus adaptée par rapport à un public qui est surtout un public familial. Voilà. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on veut vraiment inscrire dans la durée, de manière à modifier les pratiques et aussi l'image du musée. C'est très important. Et aussi d'être dans une dynamique d'aller-retour. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas juste d'aller chercher des gens chez eux, de les ramener chez eux. Et il y a un déplacement, je disais physique et mental, qu'on leur propose. Mais nous aussi, on se déplace en allant vers eux. Et ça, c'est tout aussi important. Et notamment, on mène avec certains de ces... Par exemple, là, une exposition itinérante qui est co-construite avec les quartiers sur les questions des cuisines méditerranéennes, en lien avec une de nos expositions qui s'appelle Le Grand Mezzé. Mais qui va voir le jour et qui va ensuite itinérer dans les quartiers. Donc c'est pas juste dans un sens, c'est vraiment quelque chose l'idée c'est de construire une relation avec le territoire qui soit une relation ancrée en fait. Voilà. Merci beaucoup. Sophie, pour terminer cette thématique et avant de passer aux questions du public, votre but c'est de mettre en place, encore une fois je vous cite, une expérience intégrée dans la vie quotidienne des gens. Et quand on a préparé la conférence, justement vous parliez de ce côté hybride des lieux, on a parlé de ce terme peut-être un peu galvaudé de tiers-lieux que vous mettez en place au sein des commerces gérés par Altarea. Est-ce que cela, d'après vous, peut être un modèle pour les lieux culturels ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, dans les deux axes qu'on va continuer à travailler très fortement, il y a le retailtainment dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire j'ai un centre commercial ou un site commercial, mais ça peut être aussi un quartier. On a de plus en plus ce qu'on appelle les cœurs de ville, où on a des logements, des bureaux, les commerces de proximité, des commerces loisirs. L'idée à chaque fois, c'est de se dire je viens pas seulement là pour faire du shopping. Ma raison d'être ne se résume pas à juste
un enchaînement de magasins. Ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement faire en sorte que les gens reviennent et reviennent idéalement tous les jours. Ils passent le plus de temps possible. Et pour ça, on va hybrider un maximum d'activités et d'activités qui font que du coup le lieu devient un vrai lieu de vie. En fait, c'est passé du shopping center à un, life center ou community center, un peu à l'américaine ou en Asie, on retrouve un peu ces modèles-là, où finalement, le centre commercial, ça peut être un endroit où je vais louer une salle pour faire une fête de famille, je vais laisser mes enfants, c'est le cas en France, dans certains centres, il y a de l'aide aux devoirs en fin de journée. Je peux, moi, assister à un atelier bricolage ou à un cours de cuisine, je peux venir pour une conférence, je peux découvrir une exposition. Évidemment, je vais au resto et puis oui, j'ai fait du shopping. Peut-être que j'ai renouvelé mes papiers d'identité parce qu'il y a une antenne de la préfecture. Je suis allée me faire vacciner. Je suis allée faire une prise de sang dans un laboratoire. Enfin voilà, c'est un lieu complètement hybride où tout se mélange, le B2C, le B2B, et c'est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'expérience. C'est un peu ça notre ambition. Et donc c'est un mélange entre le retailtainment et le côté acteur d'intérêt général. Et donc on est au service de la communauté ou de la ville, mais sous plein d'aspects différents. Et la culture est essentielle là-dedans, parce que l'idée c'est aussi de permettre l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à plein de choses. C'est une des composantes. Merci. Donc sans doute des idées à prendre aussi pour les lieux culturels. Voilà, moi j'avais prévu de vous poser des questions pour de connaître un petit peu justement les résultats que vous avez obtenus, éventuellement les projets que vous aviez après ça. Mais on va privilégier les questions du public. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et je pense qu'il y a un micro qui circule dans ces cas-là. Oui, il y a une question là. En français ou en anglais ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. On a la chance d'avoir des acteurs du public et du privé aussi. Est-ce que vous avez des exemples de projets hybrides montés soit à votre connaissance, soit par vous, entre justement des acteurs de tiers-lieux commerciaux, par exemple, et des acteurs publics culturels ? Alors, peut-être que Cécile, on avait parlé justement du projet par le CMN d'installer des tiers-lieux dans certains monuments. Alors, pas à la conciergerie directement, mais voilà. Pas dans mes monuments parce que les espaces sont très contraints. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même pas de salle pédagogique. Quand j'accueille même plusieurs dizaines de milieux de scolaires par an, je les accueille dans le monument avec les autres publics. Mais en tout cas, l'idée au Centre des monuments nationaux, qui a cette chance d'avoir 100 monuments sur tout le territoire, c'est effectivement de travailler au maximum sur l'ancrage à travers cette logique d'hybridation. Et donc, il y a effectivement une consultation là qui est partie il y a très peu de temps en fait, pour une assistance à maîtrise d'ouvrage sur cette logique de tiers-lieu, avec la volonté de l'expérimenter là pendant 1 an dans plusieurs monuments différents. Donc je prends 2 exemples, mais par exemple de monuments qui sont inscrits dans cette démarche, il y a le château d'Angers, le château de Jossigny, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monuments qui ont à la fois des espaces intérieurs ou même extérieurs dans des domaines, des jardins qui peuvent être vraiment valorisés dans cette logique d'hybridation d'activités. Et donc là, la recherche, effectivement, c'est de pouvoir s'inscrire complètement dans la vie du territoire en partant d'une dynamique très locale, c'est-à-dire surtout pas dans une logique top-down avec des projets déjà tout ficelés, mais vraiment de partir du tissu associatif. Pourquoi pas imaginer qu'il puisse effectivement y avoir des épiceries sociales et solidaires, qu'il puisse y avoir des artisans, des associations, une logique aussi de vaccination. On y a beaucoup pensé, on l'a même essayé d'ailleurs dans nos monuments, mais pour X et Y raisons un peu complexes, il y a des choses qui ont aussi échoué. En termes de logistique, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, on est effectivement dans cette logique, dans l'esprit que, au fond, les monuments doivent être évidemment un lieu de vie dans lequel on doit projeter des usages qui sont contemporains. Et le patrimoine, non, c'est pas que des monuments figés. Au contraire, ça vit avec les usages. Donc le coworking, plein de choses. Enfin, c'est vraiment une façon de les inscrire dans le territoire. Donc peut-être qu'une de mes collègues ou un de mes collègues du Centre des monuments nationaux viendra dans 1 an pour présenter le résultat de la démarche. Mais en tout cas, c'est une volonté effectivement très forte du Centre des monuments nationaux. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Non, pas de questions. Je vais peut-être rajouter un petit truc différent, mais simplement parce que c'est un peu différent. Au MUSEM, depuis peu de temps après l'ouverture, je pense que ça devait être en 2015, on a mis en place au Fort Saint-Jean, mais c'est pas un hasard, c'est quand même dans un monument historique classé, un concept store en fait, mais qui est donc qu'on propose chaque année à des collectifs en fait différents, qui d'artisans locaux en fait, qui viennent y vendre évidemment des différentes productions, mais aussi proposer des animations, voilà, donc en lien avec nous. Mais c'est vraiment cette logique d'hybridation là, je pense qu'elle est elle fonctionne assez bien, on le voit. Et puis de manière plus événementielle, tous les ans, on organise une fête des plantes dans le Fort Saint-Jean, idem avec tout un tas de marchands de plantes et d'animations liées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une activité commerciale, comment dire, voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, nous, on a des ateliers. Il se trouve qu'on a un jardin sec dans le Fort Saint-Jean avec des jardiniers qui interviennent là. Donc, voilà, c'est très mélangé en fait. Il y a vraiment une activité commerciale qui vient de manière assez souple s'insérer dans quand même une optique, une perspective qui est quand même aussi de médiation et de rencontre, de moments de partage entre les publics. Merci Cécile, puisque vous avez la parole et que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et qu'on a encore un peu de temps. Je vais vous poser la question donc ces publics viennent en bus, dans un bus qui est plutôt jeune, puisque c'est une pièce de collection. Donc du coup, est-ce que vous êtes posé la question de l'impact carbone de ce bus? Et puis je crois qu'il y a peut-être des choses imaginées pour les limiter à l'avenir. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'à la fois, on trouvait que ça avait complètement du sens de faire circuler les publics dans ce bus. En même temps, bien évidemment, un bus de 1978, vous imaginez bien qu'il n'est pas électrique. Donc, du coup, alors on a étudié, la première chose qu'on a étudiée, c'est d'essayer de transformer, enfin de changer le moteur, ce qui peut se faire, enfin ce qui s'est jamais fait sur un véhicule de transport en commun. Ça se fait sur des véhicules individuels. Et en fait, on s'est rendu compte que le coût était complètement prohibitif, au point que, parce qu'on a un mécénat pour cette opération de la Fondation Engie, donc c'était aussi un souhait d'Engie, sauf que bon, ça dépassait bien, mais vraiment beaucoup de ce que nous apporte Engie. Donc ça devenait un peu idiot aussi de fonctionner comme ça. Et du coup, on est plutôt dans une logique de compensation carbone, du bilan carbone, avec une intégration. Alors on est donc sous forme de plantation, de replantation, plutôt dans les quartiers justement dont proviennent les habitants, en lien avec les habitants, sous forme de jardins partagés, etc., pour continuer d'être dans une démarche à la fois proactive, participative et communautaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Voilà, non, je ne vois pas de main qui se lève. Moi j'en ai plein des questions, donc je vais continuer. Lélia, il me semble que le musée va rentrer dans une phase de rénovation. D'accord. Donc du coup, est-ce que c'est justement un moment pour poursuivre cette réflexion concernant votre rapport au public ? Oui, complètement. C'est vrai que le musée va faire partie d'un plan de rénovation qui est compris dans une réflexion de coulée verte au sein même de la ville. Donc on aura une fermeture de 2 ans prévue, peut-être plus, on ne sait pas. En tout cas, l'idée est de réfléchir évidemment à des projets. Ça marche ? Oui. À des projets hors les murs. Donc là, on est déjà en train de réfléchir. Et c'est vrai que je voulais rebondir sur la question de monsieur et ce rapport au tiers-lieu. Évidemment, c'est aussi des choses sur lesquelles on se penche, on réfléchit comment aborder des espaces qui ne sont pas forcément dédiés à accueillir de l'art, mais qui sont des tremplins en fait fabuleux. Moi, j'ai déjà eu cette expérience il y a quelques années avec une jeune fille qui avait vu un module d'exposition dans un centre commercial niçois qui avait monté une exposition autour d'Yves Klein. Et quand elle était arrivée au musée, elle ne connaissait absolument pas cet artiste-là, alors que nous, on a une salle dédiée à cet artiste qui est unique au monde. Et quand je lui posais la question de savoir si elle connaissait cet artiste, elle me disait oui, parce que je l'ai vu à Nice Étoile. Voilà. Donc c'est effectivement des choses sur lesquelles on se penche. Voilà, ce qui permet peut-être de conclure avec Sophie, justement, cette idée de la collaboration avec les lieux culturels pour vous.
qui peut vous permettre justement de travailler à cette hybridation également? Alors, nous, on le fait depuis longtemps. Je vais donner un exemple. Il y avait une opération Un jour, une œuvre dans notre centre commercial Quartz en région parisienne en 2018, avec notamment des collaborations avec le centre Pompidou sur des projets de développement. On a un projet, la Ferney-Voltaire, où on est lauréat, et on a monté de toutes pièces justement une annexe de Pompidou, une annexe Universcience, avec une offre dédiée par rapport aux besoins des consommateurs de la zone. Donc, on a mis en place un concept store expérientiel justement à Cap 3000 avec une galerie d'art, avec une librairie, avec des vernissages. Donc, il y a plein de liens. Moi, j'avais mis en place une exposition digitale immersive avec le musée océanographique de Monaco. On essaye en fait d'interagir un maximum avec tous les acteurs culturels parce qu'on pense que ça a du sens, que c'est important justement de faire découvrir des œuvres, des artistes locaux. On fait tout notre possible en fait pour justement faire venir la culture dans un site à vocation commerciale parce que c'est un point d'entrée. Donc si on ne vient pas à la culture vient à nous. Merci à vous quatre pour cet échange et merci à vous tous pour votre attention. Et puis je laisse la parole à Annabelle pour annoncer la suite. Merci cher Cyril, merci beaucoup à vous toutes. Très grand merci pour ces témoignages extrêmement riches et pour avoir partagé avec nous vos actions concrètes que vous menez sur votre territoire avec les publics